Le cycle d'orientation de la vallée d'Illiers se distingue comme une institution éducative de renom. Depuis sa fondation en 1974, il a été le lieu d'apprentissage pour les jeunes résidents des communes de Champéry, Val-d'Illiers et Trois-Torrents. 3 communautés montagnardes qui ensemble constituent une vallée abritant quelques 8500 habitants. En cette année 2024, il célèbre fièrement son 50e anniversaire, marquant ainsi un jalon dans son histoire, ayant accueilli pas moins de 3500 élèves au fil des décennies. Cependant, l'édifice qui abrite aujourd'hui le cycle d'orientation possède une histoire antérieure. Alors, je lis ici, l'aile sud-ouest abrite l'entresol des locaux de l'école ménagère, dont l'agencement sera des plus modernes, avec salle de théorie et de puériculture. Nos jeunes filles apprendront ainsi à mieux connaître leur futur rôle de mère et d'épouse. Alors, cet article date du Nouvelliste du 18 décembre 1959, soit une année avant la construction et l'inauguration du bâtiment. Il faut se dire que l'école secondaire, à l'époque, formait les jeunes pour faire des études. Et les jeunes qui ne faisaient pas les études allaient, pour les garçons, dans des classes dites de promotion, et les filles, dans une école ménagère. C'était un peu l'idée de les former à tenir la maison, l'économie familiale, élever les enfants, faire des repas, etc. C'était un peu l'idée. Ici, on a une très ancienne vue de Trois-Torrents, avec l'église, la cure devant, l'hôtel bourgeoisial, et bien entendu, il n'y a pas encore l'école. Voilà l'école primaire, avec sa petite salle de gym ici, et toujours la cure là-bas. Même vue sous un autre angle, de la même époque. Et là, on est en train de préparer la construction de la salle polyvalente, que l'on voit enterrée et qui a remplacé la petite salle de gym de l'époque. Et en vue finale, c'est la vue actuelle. L'arrivée du cycle d'orientation à Valais, c'est le fruit d'une décision politique qui a été assez polémique. On avait peur de quitter l'école secondaire qui formait quand même une certaine élite et de faire un cycle d'orientation où on allait regrouper les élèves de tous bords. Et ça a été fait partout en même temps en Valais. Il y a eu d'un coup 40 cycles. Alors il y avait déjà d'anciennes écoles secondaires, comme à Montet ou à Vouvry, à Montana. Mais ici, dans la vallée, il n'y avait pas d'école secondaire. Donc, il a fallu construire ou créer de nouveaux cycles dans les régions. À l'époque, tous les enfants des vallées, pratiquement, à part peut-être Bagne, Orsières ou Montana, comme j'ai dit tout à l'heure, ces enfants qui voulaient faire les études devaient descendre en ville, en plaine. Donc, ça a été une révolution sur tout le Valais. Alors ici, on voit encore très bien le bâtiment scolaire, la salle de gym, avec les élèves du cycle. C'est une vue prise dans les années 80. Je suis très heureux de me retrouver ici dans la salle de gym du cycle d'orientation de Trois-Torrents, sacré souvenir. J'étais prof d'éducation physique durant 37 ans, 1976 à 2013. Donc j'étais le premier prof de sport professionnel qui débarquait à Trois-Torrents. Avant, c'était des collègues, aussi bien de géographie, de maths, d'allemand ou d'histoire, qui donnaient les cours d'éducation physique. Et puis en tenue de ville, ce qui ici et là a posé des problèmes quand l'inspecteur venait surveiller les cours.
Lorsque je suis arrivé à Trois-Torrents, c'est vrai, dans l'ancienne salle de gym, les cours d'éducation physique étaient séparés. C'est-à-dire que les filles avaient leurs cours, les 50 minutes de cours, et les garçons avaient les 50 minutes de cours. Il n'y avait qu'une salle. Et en 1984, je crois, lorsqu'il y a eu la nouvelle salle polyvalente qui a été construite, le directeur a profité de faire une mixité pour les cours d'éducation physique. Donc pour les filles, c'était plutôt artistique, la rythmique, éducation du mouvement et de la tenue. On faisait aussi beaucoup de danse folklorique, initiation aussi au rock'n'roll ou à la valse. Avec les garçons, c'était plus physique. Forcément, à cet âge-là, ils avaient un besoin extraordinaire de se dépenser, donc c'est clair. Et ce qui a posé quelques problèmes au début lorsqu'on a vraiment fait la mixité, expliquer aux garçons qu'il fallait de temps en temps lever un petit peu le pied, quoique pour les filles, j'ai eu des contacts avec des filles qui plus tard m'ont dit « Ah, c'était bien, quand on jouait au handball, c'était un peu plus sport » et tout le monde a progressé, c'est-à-dire que les garçons ont vu que le sexe faible n'était pas si faible que ça, et où on avait la possibilité de voir que filles et garçons étaient vraiment au même niveau, c'est surtout dans les matchs de volleyball. Ah, dottore. Je crois pas, salut toi. Plaisir de te voir. Et non de bleu. T'as bonne mine? Jolie. T'as vu comment le volleyball? Écoute, je me suis régalé. Hein? Vraiment, hein. Bonne ambiance. C'est une bonne équipe, les jeunes. Polis, toi en partant, ils me disent au revoir. Ouais. Bon, après, t'as vu? Ranger les ballons. Alors, ça, t'as les ballons qui font. J'ai rigolé, c'est un peu ça. La mixité avait beaucoup de points positifs, mais de temps en temps, c'était un peu chaud. Par exemple, lorsqu'il faisait très, très chaud à l'époque, septembre-octobre, j'avais demandé que tous les élèves viennent en short. Question d'hygiène, parce que forcément dans les trainings qui ne se lavaient pas forcément toutes les semaines, ça macérait, et des parents n'étaient pas toujours très enchantés que leurs filles se mettent en short. Talons aiguilles, toujours autorisé? Dans les soirées samedi. Il y avait aussi des notes de cohabitation entre garçons et filles, le fait de jouer solitaire, personnel. Ils ne recevaient pas forcément un 6, gars qui passaient beaucoup, donc c'est ça aussi le côté sociétal qui est hyper important à cet âge, parce qu'il y a une différence, c'est logique. Une fille court moins vite, ou saute moins loin, ou tire un boulet moins loin aussi qu'un garçon, quoi qu'il y ait des exceptions dans les deux cas, des filles qui sont hyper douées. Je rappelle d'une fille, la Francine Rossier, qui a vraiment de loin la ronde jonglait avec les pieds, les genoux, les épaules, la tête. Et les garçons, ils étaient baba, même les footballeurs du FC Trois-Torrents, les juniors, ils la regardaient. Et il n'y avait encore pas d'équipe féminine. Donc c'était dans les années 80. J'ai vu, en passant, il y a encore le tableau des records. Génial, ça. Tableau des records est là. Ma foi, il n'y a plus beaucoup de records qui tombent. Je ne sais pas si tu te souviens si c'était encore là en 2012. Oui, il y Romain avait Esborin qui a battu, il y avait Didier Desfagot et puis Yannick Ecker. Il voulait absolument mettre son nom. Dans les années 90, je crois. Pour la auto. Et puis ils sont restés longtemps et lui, il voulait absolument les battre. Et le gag, c'est que lui, il bosse maintenant à la menuiserie, là, chez Bellon. Oui. Et chaque fois que je cours, il sort et il me dit « Tu les fais pas courir trop vite, hein, je vais garder mon record. » Bernard Caillébois, ancien enseignant de travaux manuels, ici dans cet atelier, de 1976 à 2012. Il a changé l'atelier, mais pas tant que ça. Je retrouve ma plieuse que j'avais fait acheter. C'était vraiment au masculin, puisque les filles faisaient l'école ménagère, comme on appelait. Et on voyait mal une fille faire autre chose, mais quand c'est rentré dans le programme, nous-mêmes, on se posait un peu la question. Les parents se posaient aussi la question, parce qu'ils disaient, mais nos filles ne vont plus faire d'économie familiale. Et c'est avéré que c'était bénéfique pour tout le monde, puisque les garçons, sachant faire un peu de cuisine, indirectement, ils prenaient une certaine liberté. Et les filles, aux travaux manuels, elles se défendaient aussi bien qu'un garçon. Et dans un ménage, ça valait quand même quelque chose. Ça n'a pas changé.
les pinces plates, les limes, les marteaux. On était légèrement réticents. On se posait la question comment ça allait se passer. Au lieu d'avoir toute l'année nos élèves, c'était plus qu'à 50%. La durée des travaux manuels, indirectement, elle diminuait. C'est le département de l'instruction publique qui a vu la nécessité d'avoir une formation complète un peu pour tout le monde. Alors une chose qui me surprend, c'est qu'on a toute l'électricité, on a tous les appareils, mais il y a toujours les balais pour balayer l'atelier. Donc c'est pas l'aspirateur, c'est encore les balais. Une chose, alors peut-être avec les filles qui étaient légèrement différentes, c'est qu'au départ, certaines avaient très très peur du chalumeau. Parce que c'est vrai, c'était une flamme, il y avait un risque, mais bien souvent après, c'était celles qui préféraient le chalumeau parce qu'elles avaient réussi à vaincre leur peur. Je plains les enseignants parce qu'avec tous ces outils nouveaux, ces outils électriques, le risque d'accident est peut-être un peu plus prononcé. C'est vrai qu'on n'avait pratiquement pas de femmes comme maîtres de travaux manuels. Bon, elles étaient dans la branche parallèle en économie familiale, mais avant, les femmes étaient, je dirais, confinées à l'école ménagère. Si on remonte dans les années 50, il n'y en avait pas énormément qui faisaient des écoles secondaires. C'était les exceptions et c'était les forts caractères qui... Mais dans l'enseignement, il n'y en avait pas énormément. C'est venu par après, heureusement, parce que tout le monde a sa place. Ce tableau interactif que j'ai jamais connu, un tableau, j'imagine qu'on travaille avec l'ordinateur, je sais même pas l'employer, voyez-vous. Mais je garde des bons souvenirs de nos beaux tableaux noirs, parce qu'on y trouvait des petits dessins, des petits encouragements, parfois quelques mots de travers, mais c'était bien. On voit que la technique est arrivée à Trois-Torrents, hein. Mais je crois que quand je suis partie en 2013, ils en parlaient déjà de ces tableaux interactifs. Quand j'ai repris l'enseignement en 85, l'enseignement de l'économie familiale était dédié aux filles. Et ceci, en tout cas, pendant 4-5 ans. Puis après, on a connu la mixité. C'est la même salle. Mais maintenant, les maîtresses en économie familiale doivent tout faire dans cette salle. Repassage, entretien, couture. Alors qu'avant, on avait une salle dédiée pour toutes ces branches autres que la cuisine. Donc, c'est un moins, je trouve. C'est moins bien, de ce côté-là. Mais bon, faut dire aussi que le cycle de Trois-Torrents, c'est un vieux cycle, hein. À Colombey, ça fait 25 ans qu'ils en ont fait un, ils veulent en refaire un. Et puis ici, ça fait 50 ans que c'est le même bâtiment. Alors, je crois qu'il y a une réflexion à faire par rapport à ça. Moi, je pense que c'est venu au début des années 90, 89-90, la mixité. Il faut se remettre dans l'esprit de l'époque, hein. C'était une vision de la vie, hein, je pense. Les femmes au ménage, les hommes à leur travail. Ouais. Et quand ils ont instauré cette mixité, moi je trouvais que c'était merveilleux au niveau de l'égalité. Et puis, ouais, c'était une opportunité pour eux de s'ouvrir, c'était une ouverture. Et ça a été assez bien accepté, je crois. Le but de cette économie familiale, c'était quand même de préparer ces adolescents à une vie un peu plus autonome parce qu'ils partaient vers des apprentissages, tout le monde n'était pas toujours à la maison. En tout cas, en cuisine, ils étaient assez attentifs et motivés. Et pour moi, c'était spécial parce que j'avais été formée pour enseigner à des filles. On avait étudié la psychologie féminine, mais quand on débarquait tous ces jeunes adolescents, il a fallu s'adapter. Alors, c'est vrai que parfois, c'était pas toujours facile. Mais bon, après, je veux pas dire que les garçons étaient plus difficiles. La psychologie des garçons, moi, je trouve que à cet âge, c'est plus facile. Les filles, elles louvoient plus. Les garçons, ils sont directs. Mais c'est sûr que ça me donne une autre ambiance dans une salle de classe, parce que il y a certains gars qui veulent frimer un petit peu. Dans la cuisine, ici, j'ai connu des batailles de farine, des batailles de spaghettis, du sel dans le sucre dans le plat salé de la copine. Oui, on a connu ça, oui.
Et ils étaient tous tellement... C'est vrai, madame, que les spaghettis, pour savoir s'ils sont cuits, on peut les lancer. Alors il y en avait un qui disait « Ah !» Alors il lançait contre le carrelage. Mais c'était anecdotique. Mais c'est vrai que... Oh oui, oui, des batailles de farine, j'ai eu pas mal. Et après, ils nettoyaient, hein. C'est pas moi qui allais nettoyer. Mais en même temps, c'est la jeunesse, hein. J'ai côtoyé ce cycle d'orientation il y a des années déjà, et puis c'est des bons souvenirs qui restent en mémoire, quoi. Je suis fils de paysan, on était à l'école à Trois-Torrents, au cycle. On venait depuis en dessus de Barme, à la Laturne. On avait en tout cas plus qu'une demi-heure de bus le matin et le soir. Et puis c'était nécessaire parce que s'il fallait descendre à pied, il aurait fallu 1h30, quoi. On était 2 élèves de là-haut, et puis les chauffeurs, c'était des employés communaux, quoi. Ils venaient nous chercher le matin, ramenaient le soir, et puis le reste de la journée, ils faisaient leur travail à la commune, quoi. Et après, le soir, on remontait, et puis en remontant, on allait redéposer les autres fils de paysans aux Creuses, à Surcoût, aux Creuses, et après à Barme. Moi, j'étais le dernier à Barme, ouais. C'était souvent 6 heures le soir. Il fallait faire les devoirs encore, s'éclairer avec la lampe à gaz, c'était pas évident, quoi. Et puis les parents, ils étaient à l'écurie, ils finissaient de traire, après il fallait sortir les vaches, nettoyer les machines, il fallait être autonome, quoi. C'était pas évident, quoi. Et puis après c'était au lit, et puis le matin c'était debout de bonne heure, quoi. 5h30, ouais, le bus était là à 6h moins quart le matin, ouais. On descendait de l'alpage environ, c'était souvent début mi-octobre à fin octobre, quoi. C'était 2 mois où c'était un peu pénible, après ça allait, quoi, ça rentrait dans l'ordre. Dans les autres villages comme à Morgin aussi, ils venaient de loin aussi, sur les hauts de Morgin. Et Valdier aussi, Champoussin. Puis maintenant, c'est assez marrant, c'est qu'après, voilà, je suis chauffeur maintenant, et puis je me retrouve dans la vallée en amenant les enfants, le mien aussi, au cycle et tout ça, quoi. Voilà. Tu peux mettre ta photo, si tu as un problème, tu me rappelles, d'accord ? Voilà. C'est ça. Quand je suis arrivé, l'informatique n'était pas présente au cycle d'orientation. Mais la branche qui existait en rapport, si on ose dire, avec l'informatique, c'était la dactylo. Donc au début, j'ai enseigné la dactylo sur les anciennes machines à écrire. Au début, quand on a introduit l'informatique à l'école, quand on posait la question qui a un ordinateur à la maison, il n'y avait pas une main qui se levait. Mais ça a été hyper apprécié. Je ne crois pas qu'on a eu beaucoup de réticence à ce niveau-là. Mais par contre, on a eu des élèves qui ont eu un petit peu plus de peine à prendre en main la machine. En 99, on avait déjà l'Internet depuis plusieurs années à l'école ici. Et on a été, à mon avis, une des toutes premières écoles du Valais à avoir un site Internet. En informatique, j'ai eu beaucoup d'élèves qui étaient passionnés. On réparait tous les ordis. Eux allaient à la casse, à Trois-Torrents, récupérer les alimentations, parce qu'ici, on avait beaucoup de problèmes d'électricité. Et on démontait les ordis, on les remontait, on changeait les alimentations, on augmentait les mémoires et tout. À l'école, avec des élèves, le bouquin du permis de conduire, on l'avait mis sur le site de l'école. Et on avait mis toutes les questions ainsi que toutes les réponses. Et tous les élèves pouvaient s'entraîner à répondre à toutes les questions du permis agricole et vélomoteur pour pouvoir s'entraîner au permis de conduire sur un ordinateur, alors qu'aucune application n'existait à l'époque. Normalement, ici, tu es censé mettre le tabulateur centré, là. Ça m'est arrivé de poser la question qui a un ordi actuellement, mais ça remonte déjà au moment où, disons, tout le monde avait un ordi. Je pense que maintenant, c'est retombé.
C'est plus nécessaire d'avoir un ordinateur à la maison. On peut se contenter d'un téléphone, d'une tablette. On peut tout faire avec, un téléphone, une tablette. Donc un ordinateur, je ne suis pas convaincu que tout le monde en ait un à la maison aujourd'hui. Moi, j'ai des élèves qui ne savent pas ce que c'est que la touche majuscule sur un clavier. Et découvrent des touches. On me dit, monsieur, comment on fait un CCD? Donc on doit leur apprendre ça, bien évidemment. Par contre, ils apprennent très vite. Ils sont très vite capables de faire quelque chose. On voit qu'ils ont une certaine maîtrise de l'objet différent, le téléphone, mais ils apprennent très très vite. Je pense que l'école, elle est vraiment au cœur du développement de l'enfant, de l'adolescent. Et je pense que ça va au-delà de l'enseignement. Effectivement, j'enseigne, mais j'ai ce rôle de médiatrice au sein de l'établissement avec un collègue homme. Comme ça, c'est très bien aussi de pouvoir être deux. La médiation, ça offre un lieu d'écoute, un lieu de partage, un lieu de construction où on développe un peu les clés pour s'en sortir dans la société. Il y a des enfants pour lesquels c'est très naturel de le faire, d'autres pour qui c'est beaucoup plus compliqué. Okay. Cette formation de médiatrice, elle m'a vraiment donné la distance nécessaire qu'il faut pour pouvoir les aider dans leurs émotions. Mon rôle de prof d'éducation physique, il est clé aussi à travers la médiation, parce que c'est vraiment dans ce chantier-là de la salle de gym où on observe beaucoup les conflits, on observe beaucoup les affinités entre les élèves. Il y a tout qui ressort à ce moment-là. C'est vraiment le lieu d'explosion des émotions. L'énorme nouveauté, je pense, dans le monde des adolescents, c'est tout le monde parallèle de l'Internet, en fait. Donc, en fait, ils s'auto-éduquent avec les images qu'ils vont chercher eux-mêmes. Ils n'ont pas de filtre, ils n'ont pas de tri. Ils discutent à travers un écran interposé. Dès qu'ils sont en face l'un de l'autre, c'est très compliqué même de se regarder dans les yeux. Tout ce qui est lié au harcèlement, c'est le harcèlement à travers les écrans. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de délai. Enfin, à l'époque, quand il y avait une baston, il y avait des coups. Hein. Moi, je me souviens très bien, quand j'étais au SIC, il y avait des bastons entre clans, il y avait des coups qui partaient, il y avait des profs qui interagissaient pour pouvoir séparer les clans. Mais une fois que la récré était finie, ou une fois que l'école était finie, en fait, on n'en parlait plus jusqu'au lendemain. J'axe beaucoup le côté justement social et le côté physique à travers l'éducation physique. Ça, c'est très important pour moi. On a une part des adolescents qui n'ont plus d'expérience corporelle. Ils n'ont pas l'habitude d'être fatigués, ils n'ont pas l'habitude d'avoir froid, ils n'ont pas l'habitude de devoir persévérer. En fait, ils font toutes leurs activités dans une sorte de cocon, dans le cocon de leur chambre ou de leur maison, mais c'est toujours dans un cadre qui est hyper connu, qui est hyper safe, qui est hyper confortable. Et il n'y a plus ce côté, je vais vivre une expérience dehors, et puis peut-être je serai fatiguée, ou peut-être j'aurai peur, ou peut-être j'aurai froid. Ça, il n'y a plus en fait. Et après, c'est des sortes de compétences qu'on perd, et on les perd dans les entreprises aussi, après, ces compétences. On a besoin d'enfants qui sont solides, qui puissent persévérer, qui puissent se dépasser. La société demande à l'école d'éduquer les enfants, mais on n'est plus dans un système d'éducation où on tolère la punition. Donc, de toute façon, il faut trouver un système d'éducation où on peut sanctionner, mais de façon pédagogique. On peut plus faire comme à l'époque. On peut plus simplement punir ou simplement mettre dehors un élève. Ça peut plus se faire. Donc l'équilibre, il est subtil à trouver. Il est vraiment pas évident. Pour saisir pleinement l'impact des évolutions du cycle d'orientation de la vallée d'Illiers, nous avons donné la parole aux élèves, les véritables acteurs de ces changements. La tenue vestimentaire en cours de gym. Je vois Myriam qui fronce les sourcils. On nous dit que cet enseignant de sport, à un moment donné, a demandé aux jeunes de s'habiller un petit peu de manière adaptée au cours de gym, mais pas forcément un training quand il fait chaud, peut-être commencer à porter des shorts.
hommes et femmes. S'il y a des gens qui se sentent pas à l'aise en short, c'est pas forcé de mettre un short. Je pense que c'est ça le nœud du problème, c'est la question d'être à l'aise ou pas avec ce que l'on porte. Si tout d'un coup demain on met l'uniforme, pour tout le monde obligatoire, donc une espèce de chemise un peu vieillotte comme ça, pour tout le monde. Vous serez pour ou contre? Si on met des règles assez simples et puis que je peux décider comment on s'habille, je verrais pas pourquoi il y aurait besoin d'un uniforme. Obligé à habiller quelqu'un d'une certaine sorte, ça bloque un peu le style de chacun et ça peut vite mettre mal à l'aise des gens. Aujourd'hui, après la gym, je vous oblige, tout le monde, vous devez prendre la douche. Comment vous le vivrez? C'est bien parce que après la gym, on transpire hyper beaucoup. Et du coup, c'est pas mal parce que souvent, dans des classes, après la gym, ça pue un peu, quoi. Bah, c'est clair, ouais. Donc le côté hygiénique, là, prendrait le dessus sur le fait que... Mais surtout, le problème que je trouve, c'est qu'on a vraiment pas beaucoup de temps. Par exemple, là, on a 4 minutes et 4 minutes pour prendre une douche, c'est un peu impossible, quoi. Non, je serais trop gênée. Tu serais trop gênée. Et même si je dis, mais vous pouvez mettre un maillot de bain, tout le monde vient avec son maillot de bain, comme le disait Baptiste. Non, c'est un peu embêtant quand même. Ça reste quelque chose de gênant. Envoyer un bon droit dans la figure ou bien envoyer des messages pour dénigrer quelqu'un sur les réseaux. C'est bénéfique. Oh, c'est mieux de taper. Hein? C'est mieux de taper. C'est mieux de taper? Ouais, parce qu'il y en a qui se dégonflent quand t'arrives face à face avec la personne. Tandis que derrière un écran, ils se font pousser des ailes. C'est clair que le rapport de force est différent. Hein? Les gens, ils sont plus se lâcher sur les réseaux parce qu'on voit pas la personne en vrai et comme ça. Ouais. Par exemple, des fois, dans la vraie vie, ils osent pas vraiment venir. Ce côté d'anonymat qui permet une violence plus grande. L'informatique dans l'école, comment vous la voyez, Lucas? Pour certains, je pense que la technologie, ça peut être même plus une motivation de vouloir travailler sur une tablette ou sur son téléphone. On peut plus apprécier le travail parce qu'on maîtrise mieux. T'aimerais pas, Mathilde, ne faire que de la danse et de la rythmique? Non, pourquoi? Qu'est-ce qui te plaît plus en sport, par exemple? Peut-être. Je sais pas, avec les sports collectifs, genre le volley ou le basket. Qu'est-ce que ça changerait d'être que entre garçons ou que entre filles? Ça change toute la dynamique du coup. Oui, ça change toute la dynamique. Essaie de développer. Parce qu'on n'a pas tous la même manière d'apprendre le sport et surtout entre hommes et femmes parce qu'on ne voit pas du tout les choses de la même manière. Pourquoi tu penses que les garçons, c'est nécessaire qu'ils savent cuisiner, etc. Pourquoi il y a ce besoin-là? En étant un garçon ou une fille, quand tu vis tout seul, t'as des bases et t'es un minimum autonome pour savoir cuisiner au lieu de commander ou de cuisiner que du surgelé. Et aussi, pour un homme de savoir cuisiner, c'est mieux pour l'indépendance, et pour une femme pouvoir travailler, c'est mieux pour l'indépendance aussi. Enfin, on peut vivre sans avoir quelqu'un dans la vie. Ça paraît tellement logique aujourd'hui. Je pense que la société elle a beaucoup évolué, mais il reste quand même beaucoup de préjugés, et puis tout le monde a le même avis. Et puis j'espère que dans le futur, on sera complètement bon. À travers les méandres du temps et les récits de ceux qui ont foulé les couloirs de cet établissement, nous avons exploré les multiples facettes du cycle d'orientation de la vallée d'Illiers. Témoin d'une évolution constante et d'un engagement inébranlable envers l'éducation, cet établissement demeure un pilier de la région. Alors qu'il célèbre son passé, il continue de se projeter avec optimisme vers l'avenir, prêt à façonner les destinées des générations futures avec le même dévouement.